Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Apprendre à la maison, c'est le projet mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour assurer la continuité du service public de l'éducation à travers le pays. 4 millions d'élèves et étudiants sont directement visés. Pour aller jusqu'au bout de cette logique, un canal devrait incessamment voir le jour sur la TNT. Pour en parler, le point reçoit ce soir le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on en parle depuis quelque temps. On sait que le projet Apprendre à la maison est devenu une réalité. Par contre, ce qui n'est pas encore une réalité palpable, c'est le canal que vous devrez mettre qui devrait arriver sur la TNT pour permettre à tout cela de pouvoir apprendre via la télé. Où est-ce que vous en êtes ce soir? Merci Ousmane. Permettez-moi d'abord de me féliciter de cette rencontre extrêmement importante pour tout le système éducatif. Vous savez que quand un président de la République prend la décision de fermer pendant une période tout son système éducatif, c'est parce que tout simplement la question elle est cruciale et elle est importante. Comme vous le savez, l'éducation, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'enseignement élémentaire jusqu'à l'enseignement supérieur, c'est plus de 4 millions pratiquement d'élèves et d'individus. Sans compter également les autres, les enseignants, la famille, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de rentrer dans une maison et que vous ne trouvez pas là-dedans un élève, ou un professeur, ou un étudiant. Un acteur de l'éducation. Ça veut dire qu'on est partout. Et donc, par rapport à cette pandémie et ce virus donc, dont la transmission, la programmation est extrêmement rapide, il fallait prendre cette décision courageuse et le président l'a pris. Et à travers donc cette décision, nous avons dit que les écoles, les murs sont aujourd'hui fermés. L'école est fermée, mais qu'en réalité, la continuité pédagogique est assurée. C'est en ce sens que nous avons créé ce concept nouveau qu'on appelle apprendre à la maison. Et c'est devenu une réalité. Vous avez le site. Est-ce qu'il est visité, ce site? Mais il est visité par beaucoup d'élèves et beaucoup d'enseignants. Il suffit donc d'aller sur le site du ministère où vous avez le lien. Nous avons l'ensemble de nos ressources numériques qui existaient d'ailleurs. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est qu'une suite logique de ce qu'on était en train de préparer. Nous avions terminé, parce que tout simplement le monde d'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être physiquement entre quatre murs pour étudier. Nous avons nos universités qui existent déjà, les UVS, et également au niveau de l'éducation nationale, nous avons suffisamment de ressources numériques, pédagogiques et didactiques pour accompagner et les élèves et les parents. Et donc c'est ce qu'on a mis en route, apprendre à la maison. Les élèves se connectent et ils ont accès à tout un ensemble de ressources, beaucoup de ressources pédagogiques qui permettent donc à ces élèves, surtout les élèves de 6e, parce que les élèves qui sont en CM2 qui vont en 6e, et les élèves de 3e qui veulent aller en seconde, et les élèves de terminale pour le baccalauréat. Vraiment, les cibles stratégiques, ce sont donc ces trois en classe d'examen, et ça se passe très bien. Et les professeurs se connectent, les élèves se connectent, les parents se connectent, mais on a voulu aller au-delà de ce concept. Au-delà, en passant par la télévision, vous mettrez en place ce qu'on appelle un canal. C'est complètement une télévision, quoi, pour faire passer les enseignements. Mais c'est une télévision. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont peut-être pas accès aujourd'hui à l'Internet. Et nous sommes en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas une école à plusieurs vitesses. Nous voulons assurer ce service public à tous les élèves sénégalais, à tous les étudiants sénégalais. Et de la même manière, alors ceux qui ont l'Internet, ils ont déjà à apprendre avec nos ressources numériques. Ceux qui n'en ont pas, ils auront cette télé. Et nous remercions en tout cas notre collègue ministère de la Culture qui nous a attribué donc ce canal. Et on est en train de travailler avec la RTS. C'est le canal 20, je crois. Le canal 20 de la TNT. On est en train de travailler avec la RTS et avec l'UVS et d'autres acteurs pour que ce canal puisse également démarrer. Là où on a la TNT, les parents pourront avoir donc le cours, les exercices avec leurs enfants. Et là où on n'a pas, la TNT, nous avons aussi... Je rappelle qu'il y a 8 régions sur 14 qui disposent de la TNT aujourd'hui. Pour les autres régions, qu'allez-vous faire? Les autres régions, nous avons encore comme partenaire stratégique, qui est la RTS, qui assure un service public, canal analogique. On va encore continuer. On ne s'arrête pas là. Ceux qui ne l'ont pas encore, nous prenons donc en relais l'ensemble donc de votre réseau, la RTS de radio, et plus les radios communautaires. L'essentiel est qu'on assure cette continuité et qu'on amène le cours à la proximité, là où il y a le parent et l'élève. Bientôt sera la 18e chaîne de télé au Sénégal. Je rappelle qu'on a 17 chaînes actives jusque-là. Votre canal sera la 18e chaîne sur le... Mais on est tout heureux quand on parle de TNT, un canal dédié au savoir, dédié à l'enseignement, dédié à la jeunesse, n'est que
une excellente chose pour le Sénégal. Nous étions demandeurs et nous l'avons obtenu. Nous l'avons obtenu et je crois que ça va être une chaîne extrêmement importante pour les enseignants, pour les parents, pour les élèves, pour les étudiants et pour les chercheurs. Donc c'est le système éducatif sénégalais qui bénéficie donc de cette chaîne. Et vraiment, on est tout heureux donc de démarrer rapidement cette chaîne. Aujourd'hui, les techniciens sont... J'allais vous demander quand est-ce que vous allez démarrer. Alors nous étions dans... quelques semaines, les élèves sont plus que jamais confinés chez eux, ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui n'ont pas accès à votre plateforme, et qui ont accès à la télé, attendent aussi ce démarrage. Vous savez, tout le monde ne peut pas être enseignant. Et un meilleur enseignant également face aux élèves n'est peut-être pas le même quand il s'agit d'un ordinateur ou bien d'une chaîne de télé. Donc ça demande une préparation, ça demande une validation. Quand on doit transmettre un savoir, on part d'un prérequis et on détermine quels sont les objectifs de la leçon. Alors, aujourd'hui, les techniciens, avec les inspecteurs généraux d'éducation et de la formation qui valident tout ce qu'on est en train de faire, et avec également l'ensemble des directeurs pédagogiques, les inspecteurs d'académie. Donc c'est tout un réseau et surtout ces professeurs qui peuvent donner des cours. C'est un travail extrêmement important qu'on est en train de faire. C'est comme si on est dans un bâtiment, le fondement, on est là-dedans. Et cette semaine, vous verrez, ce bâtiment va sortir de terre et vous aurez accès à votre chaîne sur TNT avec plusieurs cours, du niveau du plus bas jusqu'au niveau le plus élevé. Vous mettez tout ce projet-là dans un cadre formel avec vous les avez cités, les inspecteurs, tous ces acteurs qui interviennent dans le secteur de l'éducation. Oui. À côté, il y a des gens qui développent des initiatives privées, la crise aidant. Qu'allez-vous faire avec ces gens? Comment tout cela va-t-il être agrégé pour donner un produit final? C'est une très bonne chose. Le fait que spontanément, que des privés prennent des décisions face à cette situation nouvelle, prennent des décisions et de vouloir accompagner le système éducatif sénégalais, c'est salutaire. Maintenant, il faut l'organiser. Maintenant, il faut l'organiser. Il faut l'organiser parce que tout simplement, un élève, la transmission de savoir répond à un certain critère, répond donc à une organisation, répond également à des validations de curriculum en fonction de l'objectif visé à la fin. Et donc, nous allons organiser ça, nous allons orienter donc tout ce qu'ils sont en train de faire vers un task force qui est déjà installé au niveau de l'IGF, qui validera en fonction des étapes et les cours vont continuer à se dérouler. Nous ne sommes pas seulement en train d'installer des cours qu'on transmet, qu'un professeur, il vient, il donne une leçon, c'est beaucoup plus difficile que ça. Non, nous voulons installer quelque chose de réactif et en phase avec les curricula pour que ces élèves puissent passer leur examen, pour qu'en fait, tout ce qu'on voulait transmettre comme savoir et comme compétence, qu'on puisse le transmettre. Il va falloir beaucoup de pédagogie, puisque apprendre à la télé, ce n'est pas la même chose qu'apprendre en classe devant le professeur. Est-ce que vous avez tenu compte de tous ces paramètres qui vont devenir des changements, de paramètres nouveaux pour Mais c'est extrêmement difficile. Tout à l'heure, je disais que n'importe qui ne peut pas être enseignant. Enseigner devant une classe où vous avez vos élèves, vous avez vos objectifs, vous avez le répondant, l'élève qui agit, qui interagit avec vous. C'est différent quand vous parlez à tout un pays en même temps. Donc, ce sont des spécialistes. Nous avons dans le système éducatif des enseignants de haut niveau qui sont très compétents, qui ont fait d'ailleurs des preuves. Et c'est ceux-là qui ont été identifiés et détectés par les inspecteurs généraux d'éducation et les directions pédagogiques. C'est tout cet ensemble, donc c'est tout ce mouvement qui va assurer la continuité pédagogique de nos élèves. Encore une fois, je précise que nous ne sommes pas en vacances. Les élèves ne sont pas en vacances, ils sont à la maison. Beaucoup se posent questions par rapport à la pertinence d'un tel projet à partir du moment où vous avez quand même une bonne partie de ces élèves-là, peut-être qui n'ont pas accès à Internet ou à la télé. Mais c'est tellement pertinent, c'est tellement pertinent que dans ce monde d'aujourd'hui, on n'a pas une seule solution par rapport à l'éducation nationale ou à la transmission de savoir. C'est plusieurs types. Vous allez quelque part dans certains pays, il y a des familles et des élèves qui délibérément décident de former tous leurs enfants du CP jusqu'en terminale chez eux. Premier choix. Et deuxièmement, vous avez, comme vous le dites tout à l'heure, des élèves qui sont dans ce milieu, dakarois ou citadins, qui ont accès à l'Internet, qui ont leur smartphone. C'est aussi, nous devons donner une réponse. D'autres qui n'ont même pas accès à ça, qui n'ont que la radio. Et on va plus loin, au niveau plus reculé, au niveau de nos inspections d'éducation et de la formation, c'est-à-dire au niveau départemental. Nous sommes en train d'installer des photocopieurs de haut niveau,
avec ce qu'il faut, les mêmes cours qu'on voit sur notre réseau ressources numériques, les mêmes cours seront donc photocopiés à grande échelle et en fonction des niveaux, les parents d'élèves, les élèves et tout le monde aura accès, suivi et organisé par les inspecteurs. Donc vous voyez, c'est un changement total de paradigme. Absolument. Vous êtes en partenariat dans ce projet-là avec la radio-télévision sénégalaise. Quelle est la part qui revient à la RTS dans ce projet, justement? Mais la RTS va jouer un rôle extrêmement important pour nous. Premièrement, la RTS assure un service public comme nous. Et donc, la RTS, elle est présente partout au Sénégal. Que ce soit au niveau de la TNT, au niveau du numérique, au niveau des radios au niveau local. Donc c'est un partenaire stratégique pour la diffusion et ils ont une progression, ils ont une percée extrêmement importante sur le territoire national, les zones qui n'ont pas de TNT, il y a le canal analogique. Il y a le canal analogique, donc c'est un partenaire idéal pour nous. Et nous tous, nous allons y gagner. La RTS également, qui a une mission de service public, participe donc à ces réponses extrêmement importantes pour les parents et pour le système éducatif. Donc vraiment, on est tout heureux d'avoir comme partenaire la RTS qui a son réseau, son matériel, ses professionnels qui s'occupent de la transmission et peut-être même de la production. Et nous, on s'occupe de la partie pédagogique, didactique, de la validation, etc., de tous les supports. Vous l'avez dit tantôt, vous étiez en avant, vous aviez travaillé sur ce projet-là, et aujourd'hui la crise arrive, vous faites d'une pierre plusieurs coups en même temps, mais ça n'a pas été difficile de pouvoir impliquer ces partenaires qui sont l'UVS, TDS et tout ça pour mettre en place ce projet. Non, mais toujours est-il que de toutes les façons, chacun de son côté était dans cette dynamique. De vouloir proposer tout de suite, quand on dit que l'école est fermée, les universités sont fermées, les acteurs ne sont pas restés les bras croisés. Que ce soit le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, chacun était en train de trouver des solutions pour assurer cette continuité qu'on dit. Et alors, il a été c'était facile pour nous d'appeler tous les acteurs et de dire, voilà, il faut qu'on agisse. Et je salue d'ailleurs au passage donc, les syndicats d'enseignants qui très tôt sont venus nous dire... Ils ont posé la hache de guerre cette fois-ci. Oui, mais parce qu'en fait, ils sont intéressés que par le système éducatif. Très tôt, ils ont venu pour dire que nous allons suspendre nos actions. Pas de plan d'action, pas de débrayage. Et nous sommes là, disponibles partout dans le Sénégal, dans les zones les plus reculées pour transmettre donc, les connaissances, pour donner des cours. Donc je salue vraiment ce patriotisme et cet engagement. Et c'est eux-mêmes d'ailleurs qui sont à l'origine de la création d'un compte au niveau de l'éducation nationale pour accompagner le Covid-19. Est-ce que ça peut aller jusqu'au niveau de la formation professionnelle, puisque l'éducation, in fine, concerne aussi ce secteur? Mais de toutes les façons, nous sommes dans un même secteur. C'est le secteur de l'éducation et de la formation. Et d'ailleurs, le paquet, qui est un programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, concerne tout le système éducatif, du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, au niveau de la formation professionnelle, ils sont également en train de mettre en œuvre plusieurs types d'accompagnement pour les élèves qui sont en CEP, en BEP, en BT, en BTS. Et on va continuer. Et ce canal également, c'est leur canal. C'est le canal également de l'enseignement supérieur. Et qui donc devrait vraiment, c'est le système... survivre à cette crise-là. Après la crise, le canal devrait rester et faire plus que jamais office de télévision. Mais juste avant, donc depuis le début de l'année, nous étions en train de travailler sur comment organiser le numérique, l'accompagnement du numérique. C'est même d'ailleurs une directive du président de la République qui oriente donc nos enseignements vers les sciences, les techniques et le partenariat et le numérique. Nous étions là-dedans et nous avions même terminé le projet d'installation et de création d'une chaîne de télé. Donc en fait, après cet événement, après cette pandémie, nous souhaitons que ça se termine très vite, le 4 mai, cette chaîne va continuer. Elle fera partie donc des offres que l'éducation nationale, que le système éducatif sénégalais donne à ses élèves et à ses étudiants. Vous avez le secteur public, mais il y a le secteur privé de l'éducation. À ce niveau-là aussi, il va forcément aller vers... Mais comme vous le savez, il y a 3 500 000 élèves dans le système éducatif au niveau de l'éducation nationale. Mais pratiquement plus d'1 million et quelques, c'est au niveau du secteur privé qui mérite une attention. Et également, nous étions dans cette dynamique d'ailleurs. D'autant qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas reconnues par l'État, même si elles sont... Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle une reconnaissance, une autorisation, une reconnaissance, et d'autres également qui ne sont pas encore reconnues. Donc on est en train de voir tout ça. Ça mérite donc de notre côté une attention toute particulière par rapport à cette situation qui se pose aujourd'hui. Quel type d'accompagnement
pour eux, pour les parents, tout le monde se pose des questions. Donc ces acteurs, on devrait être ensemble et voir, ne serait-ce que la relation de travail qui lie un employeur et un employé. Absolument. Et un autre contrat qui lie d'ailleurs un parent et une école. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais nous allons étudier cette question avec tous les acteurs pour trouver une solution par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. La mise en œuvre de ce canal-là, voire son animation, nécessite quand même des arbitrages de votre part, quand on sait que les besoins ne sont pas les mêmes quand on va d'un secteur à un autre, le primaire ou le moyen secondaire n'ont pas les mêmes priorités. Oui, mais comme vous le savez, une chaîne, on risque d'avoir pratiquement toute une journée qu'elle fonctionne. Donc, que ce soit la formation professionnelle, l'éducation ou l'enseignement supérieur, nous allons trouver des créneaux. Les jeunes qui sont en préscolaire ou bien qui sont à l'élémentaire pourraient travailler peut-être dans la matinée, les autres dans l'après-midi, les étudiants peut-être un peu plus tard. Donc il n'y aura pas un problème de créneau, mais il faut mettre quand même en place une structure qui organise tout ça. Une structure qui va organiser le temps, parce que aussi, éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, enseigner, c'est pas seulement prendre toute l'attention d'un enfant de 12 ans ou bien moins pendant 1 heure ou pendant 2 heures. Ça répond à des critères. Il y a des séquences qui ne peuvent durer que 5 minutes, d'autres 10 minutes, d'autres 1 heure quand on va vers les étudiants, peut-être même 2 heures. Donc vous voyez, c'est des spécialistes de l'éducation qui peuvent déterminer quels sont les critères et quel est le niveau de transmission de connaissances qu'il faut laisser passer dans cette chaîne. Ouais. On l'a dit tantôt, la crise elle perdure, les élèves sont confinés. Par rapport à ce qui se fait via apprendre, apprendre à la maison, est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur sur le quantum horaire? Alors nous n'avons pas tellement peur parce que d'abord on a pris nos dispositions et deuxièmement quand le problème se posait, dès qu'il y a eu l'arrêt, la fermeture pendant 15 jours, pendant 3 semaines, nous étions à la veille des vacances qu'on appelle communément des vacances de Pâques. Donc il y avait 5 jours ouvrés qui sont perdus. Et là, nous continuons, malheureusement, la pandémie persiste jusqu'au mois de mai, on aurait perdu pratiquement 1 mois. Mais je rappelle que l'organisation de l'année, telle que définie par un décret présidentiel, se poursuit les apprentissages jusqu'au 31 juillet. Et donc, jusqu'au 31 juillet, nous avons encore le temps. De toutes les façons, nous avons prévu, nous, plusieurs scénarios pour faire face à rattrapage de cours. Ça s'est passé d'ailleurs en 1997, où il y a eu 3 mois de grève. Mais tous les acteurs se sont réunis, les syndicats, les ministres, les secrétaires d'État. Ils sont arrivés à un consensus qui leur ont permis donc, de faire les examens au mois d'octobre et de sauver l'année. Donc, pour le moment, nous n'en sommes pas du tout là. Je voudrais rassurer les parents, rassurer également les élèves et les étudiants que nous sommes dans une dynamique de trouver des solutions, étant entendu que l'année scolaire officiellement continue jusqu'au 31 juillet. Là, c'est l'optimiste qui parle, mais si les choses devaient prendre un sens contraire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer qu'une année soit blanche ou au cas contraire, est-ce que vous avez des modalités de validation? Mais pour le moment, je vous dis que rien ne nous dit qu'il faut aller dans cette direction. Mais si on devrait y aller, il faut poser toutes les hypothèses possibles. Oui, nous avons l'ensemble des scénarios. Scénario 1, 2, 3, jusqu'à 4. On en a 4 qui nous permettent de valider pour certains élèves qui sont en classe d'examen, d'autres qui auront peut-être quelques matières à faire, etc. Mais nous ne sommes pas dans une logique où on dit que nous allons vers une année blanche ou une année, etc. Non, non, non. Nous sommes dans une dynamique de comment trouver la solution, comment anticiper pour que les compétences, le savoir qui était prévu durant l'année pour qu'on puisse les transmettre. Et nous l'avons réussi jusque-là avec les outils numériques. C'est une chance pour l'école sénégalaise. Et également la disponibilité des enseignants, la disponibilité des inspecteurs, qu'ils soient d'académie ou des inspecteurs simples ou d'éducation de la formation. Donc tout le système éducatif, les parents d'élèves, le secteur privé qui est très actif d'ailleurs là-dedans. Et tout ça, nous sommes tous ensemble pour qu'on ne perde pas cette année. Et là où on est aujourd'hui, par rapport à ce qui a été fait depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous ne pensons pas que ça puisse être même évoqué. Parce qu'en ce moment, nous n'avons pas perdu beaucoup de temps. Et donc, je crois que l'espoir est permis, que, Inch'Allah, si on reprend les cours le 4 donc, qui arrive, c'est une bonne chose. Sinon, également, on va toujours continuer à réajuster. Nous prenons nos dispositions, nous anticipons. Nous anticipons pour, vous, toute année pour tous les... exclu, tout système de redoublement est exclu. Oui.
Quoi qu'il arrive, il y aura un système de validation. Il y a d'autres pays, nous sommes différents, qui commencent l'année plus tôt, au mois de septembre, qui terminent En France, pratiquement par exemple, en fin vous êtes mai. en coopération quand même dans ce domaine. Eux, ils sont obligés aujourd'hui de décider, parce qu'en fin mai, leur année est terminée. Ouais. Ils vont vers ce qu'on appelle la validation, donc l'évaluation en cours de formation, c'est-à-dire les contrôles continus. Vous avez quand même parmi Mais vos nous élèves, avons encore 3 mois. éventuellement ceux qui devraient aller en France après le BFM ou tout. Est-ce que vous pensez à ces gens-là? Oui, nous pensons à tout ça. Nous pensons à tous ceux qui doivent, après le baccalauréat, qui vont continuer leurs études. Mais nous pensons aussi à cette grande masse qui ne sort pas, qui reste ici, qui va dans nos universités. Donc vraiment, il y a des pays qui sont dans cette dynamique. Et je rappelle quand même que nous ne sommes pas seuls. Au niveau de la Confémen, au niveau de l'OIT, au niveau même de l'UNICEF, de l'UNESCO, de l'UCESCO, on est en train de travailler, de faire plusieurs réunions pratiquement par semaine, où nous voyons ce qui se passe au niveau de l'Afrique, l'Asie et l'Amérique et partout. Donc nous sommes très bien partis et très bien placés. Donc vraiment rassurer tout le monde et dire que nous avons ce qu'il faut en termes de compétences, nous avons ce qu'il faut en termes d'outils didactiques et pédagogiques pour que cette année puisse être validée. Donc au moment où on en parle, on n'en est pas du tout là. On est en train de voir comment passer nos examens de CFE et d'entrée en sixième, comment passer également nos examens de BFM et le baccalauréat. Et vous assurez vraiment que dans cela cette se fera dynamique. et vous êtes dans la dynamique. On est dans une dynamique de les tenir à temps. D'accord. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Et ceux qui doivent faire des concours où le critère d'âge peut être éliminatoire. Oui, mais si c'est au niveau du Sénégal, tout ça va être intégré. Les concours sont examinés et sont réalisés également par nos services. Tout ce qui est examen et concours. Que ce soit au niveau de la formation, au niveau de l'éducation nationale, c'est les mêmes directions des examens et concours et certifications. Ces examens et concours vont apprécier la situation au moment venu. Donc pour le moment, vraiment, nous avons plusieurs scénarios. Nous prenons en main ces questions. Et tous les jours, nous sommes en train d'ajuster et de faire des propositions, de voir. Nous ne serons pas surpris. Parce que tout simplement, nous sommes quand même des professionnels de l'éducation. Et à ce niveau, vous avez quand même le quitus de tous les acteurs qui interviennent dans le système. Et éducatif. heureusement, tout à l'heure, je faisais référence aux syndicats d'enseignants qui vraiment nous ont accueillis. Dès le début, dès qu'on a mené d'abord cette première leçon de vie. Le dialogue n'est pas rompu, le virus n'a pas entamé tout ça. Non, pas du tout, il n'y a pas de virus sur ce plan-là. Et vous savez, quand le problème s'est posé, nous avons lancé une première leçon de vie. C'est une leçon extrêmement importante que j'ai lancée à Ouakam. Et après, tout le Sénégal, on l'a fait. Mais ça, nous avons pu le réussir avec l'ensemble des éléments du secteur. Société civile, syndicats, partenaires, etc. Et cette leçon a été dupliquée. En ce moment, nous étions dans la sensibilisation. Et quand le problème s'est posé, quand les écoles ont été formées, ce sont les syndicats eux-mêmes qui sont venus dire « Monsieur le ministre, nous sommes solidaires. Nous allons suspendre notre plateforme. Plus de plan d'action, plus de grève. Nous sommes à la disposition de l'éducation, à la disposition du système éducatif sénégalais pour donner des cours, pour accompagner. Et d'ailleurs, nous sommes prêts, nous mettons une somme symbolique déjà. Donc, c'est vous dire que c'est quand l'école est attaquée, quand l'école est fermée, c'est tout le système. C'est le Sénégal qui compte. Et ils ont été vraiment à ce niveau. Je salue vraiment leur posture et leur accompagnement jusqu'à là d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui où je le parle. Ouais. Le programme de résilience nationale du chef de l'État, qui devrait prendre en compte beaucoup de secteurs, l'éducation, vous y attendez quelque chose? Oui, nous y sommes déjà. Nous avons défini avec nos partenaires, avec tous les acteurs, nos besoins, en parlant seulement de cette radio et de cette télé. L'attente est immense. En parlant également d'un secteur qui dépend de l'éducation nationale. Les parents d'élèves qui n'ont pas peut-être... Et les daras. Les daras modernes. Les daras modernes, le président de la République a décidé de les accompagner en vivres et en produits. 330 millions. Et on va aller au-delà également pour les daras qui ne sont pas sélectionnés, d'autres qui ne sont pas sélectionnés. Dans notre budget, on va le faire. Donc l'éducation nationale entend beaucoup, même par rapport à ce canal. Il faut du matériel, il faut de la production. Absolument. De la production et des films et des cours. Donc vraiment, nous attendons beaucoup. Et je crois que le président de la République, qui a pris la décision historique de protéger 3 500 000 jeunes en fermant ces écoles, c'est pour les protéger en réalité. Et il ne va pas laisser l'école, il est à notre écoute et il va nous accompagner, je suis sûr. Autant il ne laisse pas l'école, autant il ne laisse pas la diaspora. Vous êtes un produit de la diaspora, 12 milliards pour cette diaspora qui est aujourd'hui sous pression quand même. Oui, mais vous savez, Ousmane, c'est extrêmement important pour le président de la République, la diaspora.
dans toute sa politique, depuis avant même qu'il accède au pouvoir jusqu'à maintenant. À chaque fois qu'il intervient, à chaque fois qu'il prend une décision, il y a une part extrêmement importante pour la diaspora. Et là également, quand vous êtes dans la diaspora, quand il y a cette pandémie, ces personnes voyantes, disponibles, courageuses, qui se lèvent tous les jours, métro, boulot, dodo, et qui injectent beaucoup d'argent dans le système sénégalais. Et quand cette pandémie a eu lieu, et que eux, là-bas, là où ils sont, ils ne peuvent pas travailler, le président de la République a décidé de les accompagner en mettant à leur disposition 12,5 milliards. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour eux. Et nous saluons ce qui a été fait. Et ils seront certainement reconnaissants parce qu'ils en ont besoin en ce moment. Parce que malheureusement, ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils faisaient. Et c'est important que leur pays, leur président, qui a réussi à fédérer tout le Sénégal, que ce soit des guides religieux, des hommes politiques, la société civile, l'ensemble des acteurs, tout le monde derrière le président de la République, au moment où nous sommes en guerre, le seul général qui est là, qui fait notre fierté, c'est lui. Et il a pris les bonnes décisions quand il le faut et au moment où il le faut. Vraiment, cette décision aussi est saluée au niveau de la diaspora. Et moi, en tant que produit de la diaspora, je sais ce qu'ils vivent en ce moment. Absolument. Et je crois que c'est une très bonne idée. C'est un message qui va vous me permettrez d'ailleurs de les saluer, saluer, que ce soit à Mantes-la-Jolie, Creil, Compiègne, partout en Europe, jusqu'à Marseille. Donc dire que le président de la République pense à vous, que le Sénégal pense à vous, vous êtes des acteurs, vous comptez pour le système sénégalais, qu'il soit éducatif ou non. Et je sais que ces 60 et quelques milliards que le président est en train d'injecter également à l'intérieur du pays va droit au cœur, en tout cas au niveau de la diaspora, pour les Sénégalais, nos compatriotes qui sont là-bas. Je vous remercie en espérant que cette chaîne quand même voit le jour incessamment. Cette semaine, la chaîne démarrera cette semaine. C'est l'exclusivité que vous nous faites là. Toujours est-il que c'est l'exclusivité à la RTS, mais toujours est-il qu'apprendre à la maison a déjà démarré. Il suffit d'aller sur Sen Ressources et vous avez tout ce qu'il faut. Du CP, CI jusqu'en terminal, vous avez l'ensemble des cours, des corrigés, des explications, des vidéos et tout ce qu'il faut, effectivement validé surtout par l'Inspection générale de l'éducation et de la formation. Ça, c'est du fiable, quoi. C'est du fiable. Merci beaucoup. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres actualités. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.